Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur LMTV Sarthe et bienvenue dans Au Quotidien ce mardi 5 décembre. Bonsoir Laure Gérard. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Notre invité de l'actu ce soir. Philippe Mazuy est président de l'Association pour la réhabilitation de la Percée centrale. Vous connaissez ce complexe immobilier du centre du Mans. Et l'association défend les habitants de ce complexe emblématique. Et puis dans la suite, nous recevrons Grégory Chaquin, éditeur sartois, qui viendra nous présenter sa sélection et ses coups de cœur de livres avant Noël. Ça c'est pour la suite, tout de suite, place à l'actu. Et au sommaire de cette édition, une opération de police anti-stupéfiants. Une opération de contrôle et de visibilité qui a eu lieu ce mardi après-midi dans les rues du Mans, vous le verrez. Quand le gymnase Garnier-Pagès se transforme en bureau pour l'emploi. Une autre manière de mettre en relation potentiels employeurs et futurs employés. Et puis direction Ballon-Saint-Marc, sous la pluie, vous le voyez, avec la coopérative d'installation en agriculture paysanne de la Sarthe, pour faire le point sur les installations en 2023. Et on le disait dans le sommaire, lors une opération anti-stupéfiants a mobilisé une vingtaine de policiers ce mardi au Mans. Vous les avez peut-être vus, Square Lafayette, avenue du Général Leclerc. Police nationale, municipale, mais aussi agents de la CETRAM ont mené une action conjointe ce mardi après-midi. Une manière d'occuper le terrain, mais surtout de verbaliser et de dissuader vendeurs et consommateurs. Le reportage d'Enzo Maubert. 15h ce mardi après-midi, une vingtaine de policiers investit l'arrêt de tram Lafayette pour une opération anti-stupéfiants. L'objectif est simple, contrôler et interpeller si besoin les éventuels vendeurs ou consommateurs. C'est un lieu de trafic. Qui dit trafic dit évidemment échange de matières illicites et personnes parfois sous effet de stupéfiants dans la rue, avec toutes les nuisances que ça peut apporter pour les riverains, que ce soit en termes de nuisances sonores, en termes de détritus, etc. Je ne vous fais pas de dessin, les potentielles violences aussi qui peuvent être associées à la consommation de ces substances et puis au trafic de ces substances. Dans leur tâche, les policiers sont aidés par Pablo, un chien renifleur de la brigade cynophile du Mans. La police dit mener ce type d'action régulièrement, 2 fois par semaine selon elle, ici et ailleurs. Aujourd'hui, on est ici sur ce point, mais on y était déjà la semaine dernière. On y était le mois dernier, on y revient très régulièrement, sur ce point comme sur d'autres. Le but, c'est de se montrer avec la police municipale, c'est de se montrer avec la CETRAM, c'est de montrer le message institutionnel qui est celui de la sécurisation de la voie publique. Depuis 2020, les forces de l'ordre peuvent verbaliser directement sur place les possesseurs ou consommateurs de drogue, dans la limite de 10 grammes pour la cocaïne et de 100 grammes pour le cannabis. L'amende est fixée à 200 €. Et si on trouvait un emploi en jouant au tennis de table? Ça s'appelle Du stade vers l'emploi. C'est le projet mené par Pôle emploi et la Fédération française de tennis de table. Ce mardi, le but, mélanger demandeurs d'emploi et recruteurs autour d'ateliers avec raquettes et balles. Un détail, mais qui a son importance, vous allez le voir, les participants sont tous anonymes et ne savent pas qui recrute et qui postule. Colin Ancel. De la convivialité agrémentée de compétition. En pratiquant le tennis de table, les candidats ne passent pas un entretien comme les autres. C'est ma conseillère Pôle emploi qui m'a proposé ce job dating. Et moi, directement, j'étais emballé par l'idée parce que allier le sport et faire valoir aussi ma personne et autre qu'un CV. Dès le matin, on ne sait pas qui sont les recruteurs dans notre groupe, donc on cherche, on ne sait pas et c'est très amusant. Parce que dans ces équipes, les participants ignorent tout de leurs voisins. Peut-être que l'un ou l'une d'entre eux est leur prochain recruteur. Ça casse vraiment le principe du job dating. Franchement, je trouve ça super. Les gens sont eux-mêmes. On voit vraiment la vraie nature des gens, comment ils sont du coup en équipe, comment ils sont dans un milieu avec d'autres personnes. Ça permet vraiment de casser cette barrière candidat-recruteur et c'est vraiment sympa. Au total, ce sont 73 candidats et une vingtaine de recruteurs qui jouent ensemble dans le gymnase de Le Mans Sarthe Tennis de Table. C'est la 3e animation nommée du Stade vers l'emploi dans le département. Oui, on a du retour à l'emploi et puis ça permet aussi sur des populations qui sont en difficulté d'avoir plus confiance en elles et d'aller démarcher des entreprises. Donc c'est une démarche qui peut peut-être être pas immédiate, mais en tout cas qui porte ses fruits. Un événement organisé par les fédérations de sport et Pôle emploi dans le sillage de Paris 2024. Avec cette animation, les candidats ont une occasion de retrouver un travail
et dans un sens, de saisir la balle au bon. Allez, on vote tous pour Gabrielle maintenant. Vous nous expliquez là ? Oui, Gabrielle Lambert est une jeune agricultrice de 23 ans. Elle travaille à Sablé-sur-Sarthe, ferme de l'Aiguillonnière, et elle est candidate au concours Miss et Mister France Agricole 2024. Objectif de ce jeu, faire parler le plus possible de nos agriculteurs et agricultrices et promouvoir leur métier. Alors la première étape pour notre Sartoise est de faire le plus de likes ou de j'aime sur les réseaux, notamment Facebook, le Facebook du concours élection Miss et Mister France Agricole. Vous voyez cette image, allez-y, likez. Et vous avez jusqu'au 8 décembre pour la soutenir. Les 20 candidats avec le plus de j'aime seront retenus pour la finale du jeu. Sachez qu'ils sont déjà 250 candidats dans toute la France, dont notre Sartoise. Donc. Et on rajoute Laure que nous la rencontrerons la semaine prochaine lors d'un reportage. Agriculteurs toujours, avec cette association qui accompagne les agriculteurs dans leur installation en exploitation biologique. La coopérative d'installation en agriculture paysanne sartoise, ou SIAP 72. En ce mois de décembre, elle publie son bilan annuel, des résultats qu'elle nous a présentés sur une nouvelle exploitation maraîchère de Ballon-Saint-Marc. Le reportage d'Alexandre Ferrer. Il est venu le temps des écœurages de fraises dans ce champ de Ballon-Saint-Marc. Mais pour tous ces cueilleurs, l'heure était surtout consacrée au bilan annuel d'une coopérative agricole du secteur biologique. Je pense qu'il y a effectivement un essoufflement du bio parce qu'il y a 1000 manières de faire du bio aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, en vente directe avec mes clients, j'arrive à justifier peut-être la hausse des prix. Nelly est maraîchère bio et membre de la SIAP, la coopérative d'installation en agriculture paysanne qui accompagne les jeunes agriculteurs à s'installer en agriculture biologique. Bilan de cette année 2023, les objectifs de chiffre d'affaires des 50 adhérents actuels ont été atteints. Mais pour le cas des installations, des difficultés semblent encore persister. Le souci que nous on rencontre, c'est l'accès au foncier et l'accès à l'eau pour s'installer, notamment pour ceux qui souhaitent faire du maraîchage. On accompagne une dizaine d'installations par an et le bilan qu'on en fait, c'est que beaucoup de réussite. Beaucoup de gens qui sont accompagnés par la SIAP réussissent leur projet dans leur activité et dans la durée. Pour entrer en contact avec la coopérative, il suffit de partager son projet d'installation par mail ou par téléphone. Selon les derniers chiffres de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, l'agriculture biologique représentait près de 10% des exploitations du département en 2020. Vous regardez pas de caméra. Il est l'heure de retrouver notre invité à présent. On reçoit Philippe Mazui, président de l'Association pour la réhabilitation de la Percée centrale. La Percée centrale, ce complexe historique du centre du Mans qu'on connaît tous et dont vous représentez une partie des propriétaires aujourd'hui. En quelques mots, la Percée centrale, c'est quoi concrètement ? Alors c'est un projet de rénovation urbaine assez extraordinaire qui a été initié au milieu des années 60, dans une ville qui avait un urbanisme vétuste ancien, avec une volonté de moderniser et de permettre de loger des personnes dans des conditions de confort et de dignité en rapport avec l'évolution de la société à cette époque-là. Tout le monde n'avait pas sa salle de bain, tout le monde n'avait pas un chauffage central, beaucoup de personnes ont oublié tout cela. La Percée centrale, c'était tout d'un coup la possibilité d'avoir un logement lumineux, spacieux, cohérent, bien placé en centre-ville, avec un confort qui souvent n'était pas acquis pour les personnes qui s'y trouvaient. 32 immeubles, plus de 2000 logements. Oui, tout à fait. Combien de propriétaires, est-ce qu'on le sait ? Par mon métier, je suis quelqu'un de très rigoureux, donc je ne vais pas annoncer quelque chose qui n'est pas juste. Une fourchette. Mais je pense qu'il doit y avoir entre 1500 et 1800 propriétaires. Pas tous occupants, malheureusement. Et c'est important de noter que le propriétaire occupant est quelqu'un qui s'investit plus volontiers dans la vie de sa copropriété que celui qui est l'investisseur. Malheureusement, c'est quelque chose qui devient de plus en plus fréquent. L'investisseur qui va acheter un logement et le mettre à la disposition d'un locataire sans se soucier véritablement de l'évolution du bâti. On voit les images des années 70, les images des archives départementales de la Sarthe, de cette Percée centrale. À l'époque, c'était moderne. Aujourd'hui, eh bien, ça a vieilli et c'est bien normal. Il est nécessaire de réhabiliter cette Percée centrale, d'où l'association que vous présidez aujourd'hui et qui travaille en lien direct depuis quelques années, mais plus particulièrement depuis un an, en faisant des réunions avec notamment la ville du Mans. Expliquez-nous un petit peu de quoi il retourne. Alors, j'ai commencé par être copropriétaire avant de m'investir dans le syndicat des copropriétaires.
et d'essayer de faire bouger les choses. Et j'avais constaté à cette époque-là que les moteurs les plus actifs pour faire évoluer la percée centrale, c'était bizarrement nos maires. Je parle de M. Boulard avant M. Le Foll. À cette occasion, j'avais rencontré à plusieurs reprises M. Boulard qui disait il faut qu'on fasse bouger les choses. On a un bâti qui est vieillissant. Si on ne le fait pas progresser, malheureusement, ça deviendra... Mais à quel niveau on parle d'accessibilité, on parle d'ascenseur, on parle de choses très concrètes comme ça ou... Mais bien plus que vous pouvez l'imaginer. Alors dites-nous. La problématique de la percée centrale, par exemple, dans l'immeuble où nous vivons aujourd'hui avec ma famille, nous avons un ascenseur qui dessert les demi-niveaux. Vous imaginez pour les personnes à mobilité réduite. Impossibilité de venir avec un fauteuil roulant. Je vous promets que si nous montons tous les deux dans l'ascenseur, on aura une proximité qui permettra d'échanger tous les microbes. On n'est pas épais, vous et moi. Oui, non, mais tout ça pour vous dire qu'on a des erreurs de conception qui sont manifestes. Il faut juste savoir une chose qui est fondamentale. La percée centrale, à l'origine, ça n'a pas été fait d'une manière improvisée, évidemment, mais on a racheté à des personnes qui avaient le foncier leur maison pour les raser, et en contrepartie de la maison qui était rasée, on leur donnait un logement neuf. Donc, malheureusement, je dirais qu'on a peut-être eu des promoteurs qui, à des moments, ont voulu optimiser et ont pris des raccourcis, moyennant quoi on a des ascenseurs qui s'arrêtent tous les 2 étages à demi-niveau. Aujourd'hui, pour une réhabilitation cohérente pour tout le monde et adaptée pour tout le monde, vous appelez très clairement les habitants de la percée centrale à se mobiliser, à s'investir pour travailler sur un dossier de réhabilitation qui tienne la route. C'est ça le sujet? C'est tout à fait le sujet. La problématique aujourd'hui, c'est que la municipalité, M. Le Foll, semble véritablement très intéressé par la progression du visuel du bâti. Nous, les habitants, on appelle de nos voeux d'avoir un confort qui soit digne de l'époque où on vit. Les ascenseurs, c'est une préoccupation, mais plus pragmatiquement encore, le local poubelle. On a des locaux poubelles qui ont été créés en 1965-69 pour des poubelles avec le volume que l'on connaissait à cette époque. Aujourd'hui, c'est complètement sous-dimensionné. Tout est à refaire, en fait. Il y a beaucoup de choses à faire, sauf que la loi évolue et qu'aujourd'hui, la volonté du législateur, c'est d'arrêter de bétonner arbitrairement des surfaces naturelles. On a du bâti qualitatif, très lumineux, merveilleusement bien placé. Le réhabiliter, c'était le sens de la création de ces associations, c'était garder ce qui existait pour le faire progresser. Isolation, chauffage, voilà. Aujourd'hui, l'union fait la force et c'est l'objet de votre présence sur ce plateau. Alors, si vous êtes intéressé, que vous voulez des informations sur cette association pour la réhabilitation de la percée centrale, que vous voulez apporter vos idées, participer, un numéro de téléphone pour vous inscrire, pour échanger, et un mail philippe.mazui@icloud, comme on dit en bon français, .com. Merci d'être venu nous parler de ce patrimoine historique du centre-ville du Mans. Merci beaucoup à vous. Allez, alors c'est déjà la fin de ce JT. Tout de suite la météo, la page de pub. Et on se retrouve dans quelques instants avec Grégory Chaquin, l'éditeur sartois, pour nous parler de ses coups de cœur littéraires. À tout de suite. Bonsoir. Eh bien, le temps s'annonce encore assez dégagé en cours de nuit sur l'ensemble des pays de la Loire, avec sur la Sarthe un ciel très dégagé, très étoilé, et des températures qui restent, on va dire assez confortables, 5 à 6 degrés, c'est frais, mais en tout cas bien moins frais que les températures qu'on a connues tout au long de ce week-end. Comment tout cela va évoluer pour votre mercredi matin ? Un peu de grisaille au lever du jour, pas mal de brume, de brouillard et un ciel assez nuageux, des petites bruines même peut-être au petit matin. Alors on sera vigilant avec ce type de situation. Regardez le mercure, 0 à 2 degrés au lever du jour. C'est des minimales sous abri, ce qui fait qu'au sol, il y aura des petites gelées. Donc on est assez prudent ce mercredi matin sur les routes de la région. L'après-midi, les nuages gardent la maîtrise du ciel, ils sont même beaucoup plus présents. Les températures remontent un peu, les maximales oscilleront entre 7 et 9 degrés, donc on est proche des normales de saison. En revanche, la douceur va s'installer, regardez pour jeudi, mais douceur à cette époque de l'année, c'est souvent aussi signe de pluie, et la pluie, il y en aura pour toute la journée de jeudi, parfois assez soutenue, accompagnée donc de quelques rafales de vent, et un mercure qui affichera entre 10 et 11 degrés au meilleur de la journée. On jette un coup d'œil, vous voyez que pour la fin de la semaine et pour ce vendredi, eh bien, on va rester sous la grisaille. La perturbation va circuler du nord-ouest vers le nord-est, apportant donc ces pluies
tout au long de la journée de ce vendredi, parfois donc assez soutenu, et un mercure qui reste très doux, puisque les maximales afficheront entre 10 et 12 degrés. On est de nouveau légèrement au-dessus des normales de saison. On jette un coup d'œil pour notre agenda. Ce mercredi, bien sûr, n'oubliez pas de fêter Nicolas. Passez une excellente journée et profitez de ce mercredi, car pour la fin de la semaine, c'est la pluie qui revient sur la région. Allez, on se retrouve sur le plateau de LMTV Sarthe pour Au quotidien la suite. On va faire le point sur la qualité de l'air avec notre partenaire RP de la Loire. Pour ce mardi 5 décembre, l'indice de qualité de l'air était moyen sur l'ensemble de la région dû aux concentrations d'ozone. Mais les masses d'air en provenance de l'océan vont favoriser la dispersion des polluants pour ce mercredi. Les concentrations de particules PM2,5 vont augmenter à cause de la baisse prévue des températures, mais l'indice restera globalement moyen sur la région avec quelques pointes de bon quand même dans la Sarthe du côté de l'Est du département. Voilà, on retrouve Grégory Chaquin maintenant. C'est bien, il y a de l'espoir, il y a un peu de bleu quand même. Un peu de bleu. Allez, on est avec Grégory Chaquin de Libra Diffusio, vous le connaissez tous. Et il vient nous parler de ses 3 coups de cœur en cette période d'avant Noël. On cherche des cadeaux. Exactement, et surtout des coups de cœur locaux. Quoi qu'il arrive, on valorise ce territoire et ses auteurs avec un premier livre qu'on a adoré, Enzo et moi. Donc on a reçu l'auteur. On a reçu l'auteur, évidemment, Serge Bertin. Alors, moi, si je vous dis, Enzo et ma chère Laure, vous souvenez-vous des années 70 ? Bah non, on n'était pas Moi non nés. plus. Non, bon, et voilà. Eh ben, écoutez, après le premier opus que notre ami Serge avait publié, voilà Enzo, Le Mans, nos années 60, eh bien Serge Bertin nous propose dans la même collection Le Mans, nos années 70. Et donc, on est dans une véritable immersion parce que les photos sont absolument superbes. On peut presque dire inédites. Oui. Et donc, ces photos d'époque vont nous permettre de mieux appréhender cette période assez étonnante où les années 60 avaient été les ambitions complètement folles de la démesure et que les années 70, c'est désormais peut-être celle des interrogations. Donc, moi, je vous invite, procurez-vous ce livre. Le choix des photos est absolument superbe. Les légendes, évidemment, formidables. Et c'est une redécouverte de notre ville. C'est absolument extraordinaire. Manière, voilà. Et je pense que la collection va peut-être continuer, je ne sais pas. En tout cas, c'est publié aux éditions de l'Étrave. Et notre ami Serge Bertin, qui doit être aujourd'hui à je ne sais combien d'ouvrages. Mais En tout cas, celui sur les années 60 est en rupture de stock. Mais vous avez toujours celui sur les années 70 qui est sorti il y a peu. Alors, ça, c'était pour le clin d'œil à Serge Bertin. Oui. Deuxième coup de cœur maintenant. Oui. Alors là, on parle des 24 heures, évidemment. Avec cette BD. Territoire. 24 heures du Mans, Anthologie 60s, paru chez Glénat. Oui, alors il faut essayer de recontextualiser. En fait, pourquoi je vous l'ai proposé ? Bon, bien sûr, parce que le centenaire des 24 heures, centenaire oblige, ça me paraissait une évidence. Et que d'autre part, l'éditeur a fait le prix d'un album pour 3 albums. Le terme anthologie. Donc c'est une compilation qui vient d'être publiée. On va faire simple. Premier album, année 1961-1963, les rivalités italiennes, Maserati, Ferrari. Les années 64-67, bien sûr, c'est le duel Ferrari-Ford. Et puis les années 68-69, avec l'émergence d'un pilote qui va devenir mythique. Jackie X, évidemment. Alors, ce que vous allez apprendre dans le premier album, c'est ça qui est assez étonnant, qui est vrai, c'est que Ferrari fait croire à Ford que Ferrari est à vendre. Étonnant. Mais Ford, en fait, a envie de se changer un petit peu d'image, se repositionner. Et Enzo Ferrari, jusqu'au dernier moment, va faire croire qu'il va vendre à Ford. Mais non, parce que c'était un malin. Et il avait envie, en fait, que l'État italien vienne vraiment dans le capital de Ferrari.
et c'est bien sûr l'État italien qui va remporter la mise. Donc ça, c'est génial. C'est vraiment Et c'est vraiment pas cher à mettre sous le sapin. 14,95. Ouais. C'est vrai que pour une BD, c'est pas une BD, hein, comme vous l'avez dit, c'est 3 BD en une en fait. Hein, donc c'est absolument formidable. Bon rapport qualité-prix, on va dire. Hein, vous allez découvrir que le dernier tome, par exemple, c'est ça qui est extra. Jackie X, bien sûr, le dernier départ en épi. Il conteste, il marche au départ et il va gagner avec 120 mètres 24 heures plus tard. Le talent, la légende qui était là. Et un roman pour les un peu plus jeunes, notamment les ados, pour finir. Et c'est un auteur qu'on connaît bien en Sarthe qui l'a écrit. Exactement. Alors, Loïc Leborgne, on ne le présente plus. Il est bibliothécaire à La Ferté-Bernard. Il a beaucoup écrit pour je dirais, à la fois et les enfants et les adolescents. Et là, c'est son domaine de prédilection, la littérature de l'imaginaire. Donc, cette idée pour lui, c'est que le futur, si on le pousse, si on pousse le curseur au maximum, eh bien c'est une manière pour lui d'évoquer la société actuelle. Et donc dans La fille au sans visage, si je devais vous faire le pitch, comme on dit aujourd'hui, eh bien il va nous plonger dans une société fictive où tous les individus sont obligés de porter un masque. Voilà. Sauf que dans la jungle, peut-être pas la même chose. Et donc, la rencontre entre So, une habitante d'une grande ville qui est très aseptisée, et Lou, qui vit dans un village de la jungle, où le système des masques, justement, est rejeté, eh bien, ils vont se rencontrer. La morale de cette histoire, parce qu'il y en a une, c'est que c'est un livre qui vous fait réfléchir, parce qu'ils vont vivre des émotions, quand bien même ils sont différents tous les deux. Et je conseille ce livre à tous les ados ou à tous les parents qui ont envie de mettre un livre sous le sapin parce que l'enfant ou l'adolescent ne lirait peut-être pas beaucoup. Je ne vois pas ça de quoi va vous peut-être parlez. les motiver. Et en plus, ça ressemble un petit peu à du Black Mirror, on va dire. C'est une sorte de dystopie, donc c'est vrai que ça peut intéresser une jeunesse qui est biberonnée finalement à ce type d'ambiance et d'environnement. Oui, absolument. Et puis je trouve que c'est intéressant de mettre en avant les auteurs locaux, d'aller dans les librairies locales, aller voir votre maison de presse, aller voir votre libraire, les plateformes, écoutez, vous savez tout ce que j'en pense. Mettez-les un petit peu de côté et profitez des libraires, des conseils qu'ils peuvent vous procurer. Merci il y en a beaucoup en Sarthe, Grégory Chaquin, de mettre la lumière sur ces productions locales d'une manière ou d'une autre. On joue avec maintenant, nous oui. Allez, on joue. LMTV Sarthe vous fait gagner des entrées pour la bourse d'échange d'Arnage. Ça se passe le 17 décembre, le dimanche 17 décembre, avec tout plein de miniatures, de jouets et de trains pour les passionnés. Et vous aurez même un petit cadeau si vous allez sur place, une affiche originale des 24 heures du Mans ou du Mans classique. Alors pour jouer cette semaine, il n'y a pas de question. Vous avez juste à nous envoyer un petit mot sympathique. C'est plus sympa, un mot sympa. Mais si vous voulez nous envoyer des critiques, à allez-y. jeu@lmtv.fr, voilà, pour gagner vos entrées donc pour cette bourse d'échange qui aura lieu le 17 décembre. Et on vous fait gagner des places toute la semaine. On a des invités demain. Oui, comme tous les jours, alors c'est un peu mieux. On parlera du Téléthon dans l'actu d'abord, qui est lancé ce week-end. Et puis en deuxième partie, on recevra Emmanuel Franco, président de la communauté de communes du Val-de-Sarthe. Il lance un appel aux bénévoles RéseauApp, un réseau social d'aide à la personne. On en discutera avec lui. Et si vous avez des questions dès à présent, vous pouvez les envoyer sur le WhatsApp de la chaîne au 0670 672 792. À la fois sur la communauté de communes du Val-de-Sarthe, ce réseau de bénévoles d'aide à la personne, ou tout simplement sur le Téléthon en Sarthe. N'hésitez pas. Ça, c'est pour ce mercredi, mais tout de suite, c'est Bruno Palmet pour Plus belle ma Sarthe. Et on va dans un très très beau coin que j'aime beaucoup, Laure, vous savez. Forêt de Bercé, du côté de Jupy, c'est ça? On va à Jupy ce soir. Très belle soirée à vous, merci de nous être fidèles et à bientôt. Salut. Salut.